Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Et bonne année, tous mes vœux. Tous mes vœux également. Bon, on a envie de s'interroger ensemble sur les bonnes et les mauvaises surprises de cette année. Déjà, commençons par le négatif, parce qu'on parlait juste avant du brouillard politique planétaire avec Jean-Marc Vittori des Échos. Quelles pourraient être les déceptions qu'on pourrait avoir cette année? Puis après, on verra sur ce qui pourrait nous arriver de bien. Alors, les déceptions, d'abord, puisqu'on parle de l'économie et des marchés. Là, oui, voilà. On parle de ça. Alors, sur les marchés, il faut faire un petit peu attention à la tech américaine qui pèse maintenant pour 35%. Si on intègre Meta, on est quasiment à 35% de l'indice S&P 500, donc c'est énorme. Hein, donc, s'interroger sur les perspectives de la tech américaine, c'est s'interroger sur la bourse américaine et donc sur la bourse mondiale. Et vous avez un doute, vous? Sur quoi? Sur la bourse américaine et donc sur la tech? J'ai toujours des doutes. Il faut toujours avoir des doutes. Hein. Il faut toujours prendre les arguments pour, les arguments contre. Jusqu'à présent, vous étiez les étudier. Vous étiez positif sur la tech jusqu'à présent? Non, je suis devenu neutre. J'étais surpondéré auparavant à partir du début juillet. D'ailleurs, à partir du début juillet, le Nasdaq a un peu sous-performé. Il est revenu depuis. Mais avoir une position neutre, c'est pas être contre. Hein. Ça veut simplement considérer qu'il faut un petit peu alléger par rapport à une période positive antérieure. C'est tout. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un flux massif d'investissements dans la tech. Aux États-Unis, on prévoit quasiment 1000 milliards de dollars dans les data centers, dans les puces, dans les infrastructures électriques, enfin voilà, 1000 milliards de dollars. Après, il faut se poser la question de savoir du retour sur investissement, à la fois au niveau des boîtes qui investissent, et puis au niveau macro, global. Il faut toujours s'interroger là-dessus. Et là, il y a quand même des interrogations qu'on peut soulever, j'ai dit. D'abord, quelle est la part des tâches dans les différentes entreprises ou dans les différents secteurs qui sont vraiment automatisables? Est-ce que les coûts des investissements IA, intelligence artificielle, surtout dans le domaine de l'IA générative, est-ce qu'ils vont vraiment baisser, comme on a tendance à le croire en règle générale? Sur les gains de productivité d'une manière générale, de productivité globale de l'économie, est-ce que les nouveaux jobs vont être très productifs? Comme par exemple après la révolution Internet, on a eu des concepteurs de sites web, c'est un métier qui s'est développé. On a vu des entreprises de marketing numérique se développer, ça n'existait pas avant. Est-ce qu'on va avoir des boulots qualifiés qui vont être générés par ces investissements et cette innovation dans l'IA générative? Tout ça, il y a encore beaucoup de sources d'interrogation. Donc au bout d'un moment, ça ne veut pas dire que l'IA générative est une pure bulle dès le départ, c'est-à-dire quelque chose de complètement faux, comme on a pu le dire sur le métaverse, etc. Non, c'est une vraie innovation. Après, les innovations même qui sont vraies peuvent générer des excès. Par exemple, sur la bulle Internet, il y a eu des investissements dans les équipements télécoms qui étaient excessifs. Il y a eu un surinvestissement. Ouais. Donc il y a eu un effet macro, indépendamment du dégonflement de la bulle elle-même. Il y a eu un effet macro très négatif pendant quelques années. Voilà. C'est ça qu'il faut se poser. Alors sinon... La Fed qui pourrait ne pas baisser ses taux, voire carrément les remonter. Vous y croyez? Oui, alors non, mais il faut se méfier parce que la croissance américaine... Tiens, petite question. Quelle est la croissance américaine depuis 3 ans, depuis le début 2000 Je dirais 2,5. 2,7. Ouais. 2,7, c'est énorme. Enfin, personne n'a vu. Enfin, pratiquement au même moment du démarrage de la guerre d'Ukraine, personne ne pouvait imaginer que l'Amérique ferait 2,7% de croissance, alors qu'on avait... Là où en zone euro, on est quoi, 0,5? Oui, enfin, non, un peu plus, je pense. Enfin, bon, franchement, c'est extrêmement médiocre. Non, ne parlons même pas de la zone euro. Parlons des États-Unis. On est à 2,7, c'est tout à fait exceptionnel. Malgré un choc de taux, malgré un choc inflationniste tout à fait exceptionnel, depuis l'ère Volcker, depuis le début des années 80, on a fait 2,7. Donc cette année, à mon avis, on va faire au moins 2,5. Et l'inflation sous-jacente est à 2,8 encore, donc la corp ici, comme on dit aux États-Unis. Donc il n'est pas interdit de penser que si jamais la croissance est un peu plus forte et que l'inflation a du mal à baisser, notamment à cause des droits de douane ou d'autres phénomènes, disons, extérieurs, il n'est pas interdit de penser que la Fed change d'attitude. Alors pas au mois de janvier, pas au mois de février, ça va. Alors souvent les gens me disent, mais non, elle ne peut pas changer d'attitude comme ça en quelques instants. Si, bien sûr qu'elle peut le faire. Elle l'a déjà fait dans le passé. Elle baissait ses taux en novembre 98, elle les a relevés en juin 99. Donc ça, en l'espace de 6 mois, et même moins parfois, comme en 88, elle peut changer
radicalement d'attitude dans un espace de temps limité. Donc ça, c'est un danger. Ce qui n'est pas du tout anticipé par les marchés qui attendent pour l'instant 1 à 2 baisses de taux. Voilà, oui. Au minimum. Non, c'est la Fed qui, dans ses dot plots, prévoit 1 à 2 baisses de taux. Non, mais même les futurs, je ne les ai pas regardés hier, mais les futurs, là, pendant les vacances de Noël, étaient pratiquement à 2 baisses de taux, voilà, d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est quelque chose... Ça reste le scénario central, ça. Ah oui, mais pour les marchés, ce serait fondamental, hein, bien évidemment. Ouais. Ce serait quelque chose à prendre en compte. Notamment si la guerre commerciale est totale, ou en tout cas beaucoup plus dure. Ouais. Et c'est vrai qu'entre les bonnes ou les mauvaises surprises de l'année, il y a effectivement l'attitude conciliante ou pas de Trump qui peut faire peser et pencher la bascule. Et là, tu évoquais la guerre commerciale. Là c'est un scénario noir. C'est une guerre commerciale totale, brutale. C'est-à-dire que Trump augmente les droits de douane à peu près comme il l'a dit, voire plus, d'un coup. C'est-à-dire, il dit, à partir du 1er février, voilà, je passe à 60% sur les importations chinoises, à 20% sur les importations européennes, à X% sur le Mexique, le Canada, etc. Et qu'en contrepartie, les pays... mesures de rétorsion. Voilà, prennent... Alors là, c'est un choc stagflationniste quand même. Hein. Si tout le monde prend les mesures en même temps, comme dans les années 30, là, on a un choc stagflationniste difficile à gérer. Le Washington Post a dit hier, c'était démenti évidemment par Trump, mais que Trump pourrait renoncer à son projet de douane universelle à des niveaux prohibitifs pour ne cibler que des importations cruciales. À mon avis, oui, il va jouer. D'abord, en Europe, il va attaquer les pays différemment, parce que quand on voit l'excédent allemand par rapport à l'importance des échanges entre les États-Unis et l'Allemagne par rapport à la France ou l'Espagne, il n'y a pas photo. Il peut s'attaquer aussi à des secteurs, l'industrie automobile, les excédents automobiles allemands, par exemple. Il s'attaquera, voilà. Il n'aura pas de démarche unilatérale. Il est assez confiant, Trump, si tu regardes bien ses dernières déclarations. Il est sûr de lui-même, il est sûr de sa légitimité, il est sûr de la force américaine, la puissance américaine. La Chine et l'Europe sont considérablement affaiblies, hein, c'est indéniable. Pour des raisons différentes. Pour des raisons différentes. Elles sont... Donc là, d'ailleurs, il est content. Il le dit, tout le monde veut être mon ami. Voilà. Alors de là peuvent partir, effectivement, une approche plus habile, plus conciliante. Mais d'ailleurs... En 2017-2020, c'est une approche graduelle hein, qu'il a. Il menaçait aussi les exportations automobiles allemandes. Il avait dit dans sa campagne qu'il augmenterait les droits de douane chinois à 45%. En fait, il n'a fait que 20%. Enfin, les marchés n'y croient pas. En tout cas, pour l'instant, les marchés price des droits de douane light, on va dire. Oui, light, et puis surtout graduel. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire d'un coup. Ça, c'est fondamental. Dans les années 30, les États-Unis, dès 1930, ont pris des mesures, mais alors radicales, des droits de douane extrêmement élevés, d'un coup. Elon Musk, à ses côtés, peut plaider justement aussi pour éviter des droits de douane trop prohibitifs et trop violents. Il n'y a pas qu'Elon Musk évidemment, mais comme je le dis souvent ici d'ailleurs, l'industrie la plus puissante aux États-Unis, c'est l'industrie du lobbying. Il y a énormément d'entreprises, de secteurs, de branches qui ont soutenu Trump durant la campagne et qui vont faire pression auprès de Trump, de l'administration Trump, pour prendre des mesures graduelles ou des mesures beaucoup moins brutales, beaucoup moins amples. Parmi les mauvaises surprises, et là on est sur le front géopolitique, selon vous, Jean-Pierre, une aggravation du conflit autour de l'Iran et entre l'Iran et Israël pourrait dégénérer. Oui, parce que là, il y a une configuration spéciale. D'abord, l'Iran est très affaibli. L'Iran a pris des coups majeurs quand même par Israël, Tsahal et le Mossad, via le Hamas, les Houthis et via le Hezbollah quand même. Enfin, je veux dire, ça a été violent et spectaculaire. Et il est en difficulté interne, on va dire. Hein, voilà. Du point de vue... Et la chute de la Syrie aussi, qui n'arrange rien. Alors en plus, effectivement, il y a eu la chute de la Syrie. Ça fait quand même beaucoup d'événements. Et il y a en face de lui, en face de l'Iran, il y a Netanyahou, qui lui est très directif. Hein. C'est pas un velléitaire. Et en plus, il a le soutien de Trump. Donc la tentation pourrait être grande de la part de Netanyahou, voire avec... Du fait du programme nucléaire iranien qui serait proche d'être opérationnel. Opérationnel dans, on va dire, quelques temps. Hein. Ça prendra... mais on sait qu'il y a eu quand même des essais. Enfin, il y a eu des sources qui ont mentionné qu'il y avait eu des essais l'an dernier en Iran. Donc c'est le moment ou jamais, quoi. Voilà. Et si vraiment, à ce moment-là, c'est peut-être d'ailleurs très favorable sur le moyen et long terme, sur le plan économique, on peut craindre un risque de fuite en avant de la part du régime des Mollahs, par exemple en bloquant le détroit d'Ormuz. Mais le détroit d'Ormuz, pas oublier qu'il y a transit, je sais pas, c'est 20% du trafic mondial de pétrole, et avec leur reroutage, disons 15%. Ça, c'est énorme, ça, c'est un choc majeur. Là, au plan macroéconomique et macro-financier, ce serait très négatif, au moins à court terme.
Bon, on aurait dû commencer par ça, on est en début d'année. Parmi les bonnes surprises, c'est le pendant, une attitude plus positive, encore une fois, plus conciliante de Donald Trump dans sa politique économique. Ça pourrait être favorable, ça. Oui, par rapport à un sentiment global qui est médian, mais qui, si jamais il donnait des signes de conciliation vis-à-vis de tel ou tel pays, cela pourrait générer des anticipations favorables pour les autres. Voilà. Disons que ce serait l'inverse de tout ce qu'ont prétendu les anti-Trump. Trump 2.0 sera pire que Trump 1.0. Hein, c'est ce que tous les éditorialistes pratiquement de la presse européenne et même américaine ont mentionné. Voilà. Parce qu'ils disaient souvent, moi j'ai souvent dit ici, avec toi, que Trump, ça n'avait pas été au contraire une catastrophe, ça a même été un très très bon bilan économique durant son premier son premier mandat, avant Covid évidemment, et il n'y a pas eu d'impact majeur de la hausse des droits de douane sur le commerce international ou sur l'inflation, contrairement à ce que toute une série d'économistes nous racontent. Et alors la réponse était de dire « Ah oui, mais là ce coup-ci, ça sera différent. Voilà, ce sera pire. » On va voir. Moi, je ne parie pas du tout là-dessus. Et dans les bonnes surprises, alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme bonnes surprises? Moi, je ne les vois pas. Donc, non, mais un cessez-le-feu, évidemment, en Ukraine. Alors ça, c'est plus ou moins pricé. Enfin, dans les sondages, c'est 50-50. Là, ce serait bon pour la prime de risque sur le continent européen, on va dire. Pas seulement sur le gaz, le pétrole. Ce serait une bonne surprise pour les investissements étrangers en Europe. Voilà. Alors, il pourrait y avoir des gains de productivité plus élevés sur l'économie américaine. Europe? Ah oui, non, aux États-Unis. En Europe, on ne sait jamais, ils peuvent un peu monter. Dans la mesure où le marché de l'emploi va s'ajuster, forcément, il va y avoir un peu de gains de productivité. Mais pas des gains de productivité très positifs générés par des chocs d'offres, des chocs d'innovation comme aux États-Unis. Si jamais on avait non seulement on avait de bons chiffres de productivité, quels sont les gains de productivité du travail depuis 2022, David? Aux États-Unis? Ouais. 2% par an? 2,1, exactement. Bravo. C'est bon, hein? Oui, on voit un journaliste expérimenté. Alors qu'on est à gaz zéro quasiment en zone euro, non? Au 0,5? Oui, non, on est un zéro plus. Je ne sais pas le truc en tête, mais ça doit être cet ordre de grandeur. Ça fait 2 points d'écart quand même par an. Oui, bien sûr. Et si on avait une diffusion avec un impact sur la productivité du capital ou sur les secteurs, etc., là, ce serait très bon à la fois pour le marché action, pour la croissance, pour les marges, les profits, et même pour le marché obligataire, parce que plus il y aura de gains de productivité, plus les coûts salariaux unitaires risquent de diminuer. Il y a un effet Musk aussi. Les investisseurs, alors je ne parle pas de ces déclarations politiques qui sont parfois à l'emporte-pièce, mais l'effet Musk sur l'efficacité des services publics aux États-Unis, voilà, la productivité des services publics. Alors qu'aux États-Unis, quand même, on peut critiquer l'État profond aux États-Unis, mais alors en Europe, et que dire de la France, hein, si on avait un gars qui nous montrait une certaine forme d'efficacité en 6 mois, 1 an, il tendrait à montrer que c'est possible, notamment par l'outil technologique d'ailleurs. Parce que ce qui est intéressant avec Musk, c'est pas seulement parce qu'il raconte qu'il va augmenter l'efficacité de l'administration fédérale américaine, c'est qu'il a des arguments. C'est un chef d'entreprise assez génial, il faut quand même le dire. C'est un ingénieur assez génial également. Donc il a des arguments. Si jamais il nous surprend également là-dessus, ce serait bien pour les marchés actions ou même pour les perspectives générales de croissance économique, pour les espérances de productivité, même pour la réduction future des déficits publics un peu partout dans le monde. Donc ça, ce serait également une bonne nouvelle. Puis je pense à la BCE, est-ce qu'on peut avoir une bonne nouvelle du côté de la BCE c'est européen. Avec une détente monétaire plus rapide? Les gens sont très négatifs sur l'Europe, c'est un peu facile aujourd'hui d'être très négatif sur l'Europe. Donc il y a un potentiel de bonne surprise. D'abord l'élection en Allemagne, le 23 février, où on pourrait avoir une coalition CDU-SPD, avec un abandon du frein à l'endettement, qui serait de nature à générer un déficit public. Ça prendra du temps. Ce ne sera peut-être pas forcément pour le premier semestre, mais ça prendra du temps. Donc un déficit public qui serait justifié par la hausse des dépenses d'investissement et de défense aussi en Allemagne. Il y a effectivement la perspective de baisse des taux de la BCE qui devrait aller plus loin qu'à mon avis ce qu'on pense généralement. Aujourd'hui, c'est 3 ou 4, je crois, baisses de taux prévues. Moi, c'est au moins une par réunion, 25 bips, et donc on se retrouve à 1. Ah oui, c'est massif ça. Ah oui, non, pour l'instant, les marchés price plutôt à 2. Oui, non, mais les marchés sont toujours longs à venir, si tu veux. Mais ils ont réduit le taux
finale de fin 2025, mais à mon avis, ils vont encore le réduire. Un taux. Parce que la situation, à moins qu'il y ait de très bonnes nouvelles, comme ce que je viens de dire sur l'Allemagne, je ne vois pas comment, aujourd'hui, avec les niveaux d'inflation qu'on a et la croissance quasi nulle qu'on a, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et puis, il y a Macron. Si Macron démissionne, moi je considère que la démission de Macron pourrait débloquer la situation. Mais oui, je ne comprends pas pourquoi on parle de crise institutionnelle en cas de démission du président de la République. Enfin, franchement, le fondateur de la Ve République, l'homme politique pratiquement le plus crédible en France depuis 2 siècles, il a démissionné. Que je sache, ça n'a pas généré une crise institutionnelle en avril 69. S'il démissionne, qui gagne? Bon, ça va être un combat entre Marine Le Pen et quelqu'un d'autre, on va dire. Si c'est quelqu'un comme Édouard Philippe, plutôt dans la lignée macroniste, enfin, on va dire, modéré, social-libéral, on va dire, avec, dans la logique de la Ve République, une majorité à l'Assemblée nationale qui suit la majorité présidentielle, ce qui avait jusqu'à présent toujours été le cas, parce que ce serait une très bonne nouvelle non seulement pour la France, mais même, je pense, pour les actifs européens. Et puis, rêvons un peu un début d'application sur la base justement de ces 2 nouvelles majorités en Allemagne et en France, un début d'application, de mise en œuvre du rapport Draghi. Si ce n'est pas un candidat centriste, on va dire, social-libéral, et que c'est un candidat d'extrême gauche ou d'extrême droite? D'extrême gauche, franchement, franchement, ça m'étonnerait. Hein. Enfin, si c'est Mélenchon. Mélenchon, il a 12-13 dans les sondages. Je pense que son pari est... Aujourd'hui, la mieux placée, c'est Marine Le Pen, dans les sondages. La mieux placée, c'est Marine Le Pen. Et je pense que Marine Le Pen fait beaucoup moins peur au marché que Jean-Luc Mélenchon et le NFP. Donc, alors effectivement, pour les marchés, ce serait moins bien qu'Édouard Philippe, ça c'est clair, mais c'est gérable, à mon avis. Alors, je n'ai pas dit que c'était une bonne nouvelle, hein. J'ai dit que c'était gérable. La bonne nouvelle, c'est qu'on ait quelqu'un comme Édouard Philippe ou Gabriel. Ce serait la fin du brouillard politique en France. Absolument. Mais pour ça, il faudrait que l'élection présidentielle ait lieu au même moment, anticipé que les législatives. Oui, mais c'est une affaire de délai, parce que de toute façon, la démission ne va pas avoir lieu la semaine prochaine, elle peut avoir lieu en février, mars, après un nouvel échec du budget, par exemple, ou un nouvelle démission du gouvernement, etc. Avec les délais institutionnels, on a le droit de dissoudre à partir de la fin juin, début juillet, donc c'est une histoire d'1 mois ou 2 mois, c'est pas un vrai sujet. Voilà. Bon, et donc dans la balance des risques, entre les mauvaises et les bonnes surprises, on se dit quoi en ce début d'année? Je pense que dans la balance des... Parce que le consensus de place, c'est comme globalement que tout va bien se passer quand on écoute les analyses des grandes banques. Je me méfie du consensus de place et je pense qu'il faut quand même, indépendamment, il ne s'agit pas de regarder la boule de cristal, il s'agit de faire une étude la plus approfondie qui soit. Et je dirais que par rapport à des discours un petit peu convenus, un peu trop faciles, si je puis dire, plutôt optimistes, il faut mieux garder la prudence. Voilà. La prudence n'est pas trop... Et donc on fait quoi? On se positionne sur quoi? En obligation, en action? Quelle zone géographique? Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein, donc voilà, je pense qu'il y a des choses intéressantes. L'immobilier, les cryptos... Alors l'immobilier, on revient dessus. Nous, on a déjà dit qu'on revenait dessus. Hein, l'immobilier... a atteint un point bas. Enfin, l'immobilier, il faudrait distinguer entre l'immobilier commercial et puis les segments de l'immobilier commercial, parce qu'il y en a plusieurs qui ne se comparent pas, et l'immobilier résidentiel. Mais je pense qu'il faut revenir aujourd'hui, même si là on s'adresse aux particuliers, il faut commencer à regarder le marché. La baisse des prix était assez substantielle. On a une baisse de taux qui est amorcée. Très probablement... que la baisse des taux va être confirmée au cours des prochains mois, des prochains trimestres et même des prochaines années. Donc on pourra renégocier son taux futur. Donc là, on achète aujourd'hui à un prix qui a été un petit peu ajusté à la baisse. Et on va profiter de la baisse des taux pour négocier son prêt futur. Donc ce n'est pas une mauvaise idée de la part d'un particulier de regarder aujourd'hui plus l'immobilier qu'avant. Et le CAC 40, on finit là-dessus. On fait quoi sur le CAC 40 qui est à 7400 et des brouettes Disons que le CAC 40, par rapport à... Alors, si on croit à une stabilisation et a fortiori une amélioration de la situation politique en France, il faut commencer un petit peu à se repositionner. Voilà. Parce que le CAC 40 a quand même subi un de-rating relatif par rapport aux autres indices européens. Et par rapport aux indices seule bourse occidentale qui a baissé en 2024. Pas grand-chose, mais bon, voilà. Oui. Effectivement, alors après, il ne faut pas non plus, parce qu'il y a des composantes aussi sectorielles. Est-ce qu'on croit, parce que dans les mauvaises nouvelles aussi, peut-être qu'on peut revenir là-dessus, il y a le risque chinois et la déflation chinoise, parce que
Avec risque sur le luxe. D'où on est très exposé à la Chine, l'Allemagne également. Donc c'est un problème macro, mais ça peut être un problème marché. Alors la Chine et le Japon, c'est important, hein, parce que la Chine, c'est quand même la deuxième économie mondiale. Elle partage certaines des caractéristiques avec le Japon des années 90, qui était tombé dans une spirale déflationniste, des surcapacités, un état très laborieux du système bancaire, une bulle qui a éclaté, et surtout dans le segment immobilier, et un peu sur la bourse, il y a 3 ans. Un vieillissement démographique accentué, même pire que celui du Japon des années 90, et effectivement une opposition du partenaire principal qui est les États-Unis. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. Ouais. Le Japon, alors à l'époque, dans les années 80, le Japon arrogant, comme on disait à l'époque, n'avait pas d'ambition militaire, politique, contrairement à la Chine. Mais néanmoins, sur le plan économique et commercial, il se la jouait un petit peu face aux États-Unis. On prétendait jusqu'au début des années 90 qu'ils allaient racheter tous les actifs américains, etc. Bon, il y a eu les accords du Plaza, en 85. Donc ils ont subi un choc de change massif. Il y a une baisse des taux massive et des bulles qui ont été créées, la double bulle immobilière, plus des problèmes aussi de dynamisme commercial, etc. Il y a un vrai parallèle, on finit là-dessus, entre la Chine attention, parce que la Chine, sans la contribution extérieure, ne fait pas grand-chose encore en croissance, fait 2,5 à peu près sur les dernières années. Hein. Donc si la Chine tombe en scénario à la japonaise, ça veut dire sur la demande mondiale, c'est pas terrible. Sur les prix à l'exportation chinois, ça va baisser. Sur le yuan chinois, ça va baisser. Donc c'est transmission d'un choc déflationniste. C'est l'inverse. Au reste du monde. Voilà, dans le reste du monde. J'y crois. Alors peut-être que dans le moyen terme, mais pour l'année 2025, il y a un potentiel de mauvaise surprise, mais ce n'est pas, à mon avis, un choc majeur intégré, mais il faut l'avoir en tête quand même. Allez, merci beaucoup. Entretien avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci.